Alors, je pense qu'il y a une phase de communication et de sensibilisation qui va se destiner autant aux personnes à qui se destine l'action de formation, mais aussi aux prescripteurs, puisque finalement, les actions de formation, la plupart du temps, elles sont prescrites par un partenaire du service public de l'emploi. Et du fait, ce sont eux souvent qui font cette proposition aux personnes. On a de moins en moins d'inscriptions spontanées parce qu'il faut que ça passe forcément par un opérateur du service public de l'emploi. Donc de ce fait-là, on va avoir deux mouvements. On va avoir un mouvement en direction des personnes quand on prépare, enfin, on les invite à venir participer à la réunion d'information collective, justement d'être attentifs à quels sont leurs besoins, à l'horaire où il faut la réaliser pour que ça leur convienne le jour. Donc essayer d'adapter un maximum pour avoir le plus de monde possible. Mais on va avoir également auprès des prescripteurs des temps où on va aller à leur rencontre pour expliquer justement le processus d'intégration, la modalité de la réunion d'information collective, mais également de leur dire qu'ils peuvent venir aussi y participer. C'est-à-dire que nous, on invite aussi les prescripteurs à venir écouter, entendre, analyser aussi comment on inclut, enfin, on intègre ces processus d'inclusivité dans l'animation de notre RIC, pour qu'eux aussi se sentent à l'aise de pouvoir en parler aux personnes et mieux appréhender les dispositifs. C'est qu'on va aussi lever un certain nombre d'obstacles pour participer à la RIC. Moi, j'ai parlé de la facilité sur l'organisation avec les horaires, le jour, etc. Mais on va aussi donner les éléments qui facilitent la venue dans notre site. Donc, le siège du CAPEP, là où se déroulent les réunions d'information collective, est situé sur un axe principal, une grosse artère de Valenciennes, où il y a un certain nombre de transports en commun. Et donc, on va donner toutes les informations aussi dès à l'invitation à la réunion d'information collective pour que les personnes puissent trouver facilement et rendre accessible le site où aura lieu la réunion. Et pareil sur la durée, parce qu'on sait que, comme je disais, il y a enfin, c'est surtout les mamans, ça concerne surtout les mamans. En tout cas, on a eu quelques papas, mais surtout les mamans, où, par exemple, la RIC, on sait que on doit la calibrer sur un temps où, de sorte à ce que à 11h15, elles sont parties parce qu'elles nous préviennent qu'elles doivent aller récupérer les enfants pour les faire déjeuner le midi, par exemple. Donc, on essaie de tenir compte de tout ça dans l'organisation de la réunion d'information collective pour faciliter la participation des futurs apprenants, apprenantes, mais aussi pour qu'ils se sentent à l'aise aussi de nous exprimer, ben voilà, qu'est-ce qui pourrait les freiner à venir. On préfère qu'ils nous disent en amont ce qui pourrait les faire obstacle à leur participation à cette réunion, plutôt que qu'ils ne viennent pas et sans qu'on en comprenne le sens. On se rend compte qu'on arrive à tendre vers plus de mixité. Je pense que c'est l'adjonction finalement des efforts qu'on mène nous dans les centres de formation. Toutes ces mesures d'amélioration, nous on a mis d'adaptation qu'on a proposées à l'interne de notre organisation. Mais aussi, j'ai la sensation qu'il y a plus de sensibilité aussi de la part de l'écosystème des prescripteurs, qui sont maintenant beaucoup plus attentifs au fait de ne pas finalement intégrer des biais de genre quand ils réalisent des prescriptions, puisqu'ils ont eux-mêmes été sensibilisés par leur structure sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi parce que finalement, on travaille vraiment conjointement à essayer de réussir à travailler la notion d'inclusivité. Et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui se mène finalement en parallèle, en commun, et on commence à en mesurer les effets un peu plus, où on va avoir finalement, nous, dans nos orientations, là où avant on avait énormément de prescriptions féminines, on va avoir finalement des prescriptions plus égalitaires. Effectivement, il y a des étapes en amont qui est de créer une synergie partenariale pour animer les réunions d'information. Je pense que c'est essentiel. On l'a dit dans l'autre étape du webinaire. C'est extrêmement important de créer cette synergie et de former, de sensibiliser tous les partenaires, notamment les prescripteurs, mais également les stagiaires, mais aussi les entreprises. Il y a des expériences, des expérimentations sur différents territoires, notamment sur Dunkerque, où Olivier pourra aussi également en parler sur l'île. C'est aussi d'amener les entreprises, les partenaires prescripteurs et les stagiaires d'avoir cette possibilité d'être sensibilisés sur les stéréotypes de genre, mais sur tous les autres stéréotypes, et de les sensibiliser pour les amener en réunion d'information collective.
Il est important de développer le partenariat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des représentations in situ des équipes de structures orientées les personnes. Il est vrai que si tous les partenaires ne sont pas sensibilisés, on ne peut pas avoir l'ensemble des stagiaires positionnés sur des réunions d'information collective. Informer, développer, ça permet aussi de sensibiliser tous les partenaires qui gravitent et l'écosystème qui gravite autour du public, qui peuvent être très éloignés justement de nos dispositifs de droit commun. Les informer, c'est pas que donner une offre de formation. Les informer, c'est aussi de les rencontrer, les sensibiliser, leur parler des actions de formation, de rédiger une présentation d'une formation de façon objective, parce que s'engager vers l'emploi, ça veut tout dire et rien dire. Donc, il est important que l'offre de formation et la description de notre offre soit objective, soit claire, soit simple, qu'on comprenne que, par exemple, dans s'engager vers l'emploi ou dans les formations qualifiantes, il y ait de l'alternance, il y ait des offres de formation possibles, il y a un accompagnement pour les accompagner à trouver des stages, par exemple, pratiques. Tout ça, ça doit être assez clair et assez simple pour comprendre le contenu et l'objectif de l'action de formation. Demander aux stagiaires de coopter, alors on n'en a pas beaucoup parlé. On sait qu'un stagiaire, une stagiaire satisfaite va ramener 2, voire 3 ou 4 stagiaires. Alors, on a aussi la possibilité de décentraliser les RIC. Olivier en parlera, mais ça, c'est une autre manière de toucher un public quand on parle de quartier prioritaire, par exemple. C'est aussi d'aller vers le public qui vient pas nous voir et qui serait susceptible d'être intéressé. Individualiser, c'est aussi proposer des rendez-vous et des rencontres en sous-groupe. Individualiser, c'est aussi lorsqu'on rencontre des personnes, il y a des personnes qui ne sont pas capables de venir auprès d'un groupe et d'assister à une réunion d'information collective. Donc, on peut aussi adapter de l'information individualisée et des rencontres en sous-groupe. Ça peut être aussi utile quand on a 2, 3 personnes qui sont déjà intéressées, qui viennent nous voir spontanément, par exemple, dans notre organisme de formation et qui n'attendent pas forcément la réunion d'information proprement dite, mais prévoir des réunions, comme le disait très bien Marie-Élodie, et Olivier le dira, prévoir des réunions à des heures différentes. Si on n'a pas de structure pour garder les enfants, puisqu'il y a un manque de structure d'aide à la garde d'enfants, et que majoritairement ce sont les femmes qui gardent les enfants, même si les pères en ont, il faut évidemment adapter nos horaires en fonction de leur disponibilité. Alors c'est vrai qu'on est exigeant et exigeante, parfois on leur dit oui, mais une fois qu'ils rentreront en formation, ils devront s'adapter aux horaires de la formation. Peut-être, et peut-être pas, mais peut-être. Mais évidemment, une réunion d'information, c'est pas une entrée en formation. Donc, s'il est possible d'adapter des horaires différents pour avoir ce public. Merci Malika pour ces différents éléments. Olivier, justement, est-ce que toi, tu peux réagir par rapport à ce que nous a montré Malika sur comment ça se passe à la MIGRAF ? En tout cas, peut-être en complément de tout ce que vient de dire Malika, nous, on a eu l'occasion de tester 2 choses supplémentaires. La première, c'est qu'en effet, Malika disait tout à l'heure que c'était important aussi de pouvoir accueillir du public à n'importe quel moment et pouvoir en effet faire une réunion d'information collective, j'allais dire instinctivement et s'adapter aux personnes. Donc ça, on le fait régulièrement. Ou quand on a quelqu'un qui vient frapper à notre porte pour demander des renseignements, eh bien, on est des fois amené à lui répondre directement. Donc, on fait une RIC en direct, en fait, et on s'adapte, en effet, au public, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité, en effet, de revenir. On a eu également l'occasion d'avoir été contacté par l'Institut Genet l'année dernière, par exemple, qui avait une personne dans leurs locaux qui était intéressée par nos métiers. Et pour le coup, on a accueilli cette personne-là avec 2 accompagnateurs et on a fait une RIC, je dirais, en direct avec visite des locaux. Et là, pareil, on a présenté comme pour une RIC, mais sauf qu'en effet, ça s'est fait en direct et en ciblant sur ce qui était a priori le projet professionnel de cette demoiselle, qui d'ailleurs est intégré dans la foulée, quelques mois plus tard, nos formations par apprentissage en alternance. Et son témoignage était aussi de dire que, au-delà du contenu de cette information, elle avait particulièrement apprécié le fait qu'on s'adapte, exactement ce qu'a dit Malika, qu'on s'adapte à elle, qu'on s'adapte à l'horaire, qu'on s'adapte à la situation, et pas juste de répondre, les RIC, c'est tel jour à telle heure, et puis c'est ça, et pas autrement. Voilà. Et dernier exemple qu'on a pu tester, alors certes qu'une seule fois, parce que la mise en œuvre est un peu plus compliquée, mais on a eu l'occasion de décentraliser une RIC au sein d'une entreprise,
qui a accepté de nous recevoir dans leurs locaux. Alors, c'est une entreprise en fait qui fait du façonnage, donc on a des ateliers qui sont assez importants, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que leur salle de réunion est au-dessus en fait des ateliers, avec une vue sur les ateliers. Et c'était très intéressant parce qu'on a pu faire la réunion d'information collective qu'on a un peu plus ciblée bien sûr sur ces métiers-là. Et pendant qu'on présentait, ils avaient la possibilité en fait de voir les opérateurs et les opératrices en activité. Et ensuite, on a fait une petite visite où ils ont pu échanger avec les opératrices et les opérateurs. Alors, on avait fait en sorte, en effet, qu'il y ait les deux genres, entre guillemets, en activité, et ils ont pu discuter hommes et femmes avec hommes et femmes à bâton rompu. Et l'entreprise les a vraiment laissé discuter en toute liberté avec les questionnements sur les horaires, la pénibilité du travail, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de le mettre en place parce qu'il faut trouver aussi l'entreprise qui accepte aussi d'ouvrir un petit peu les choses et puis surtout d'avoir une salle adaptée aussi à cette réunion d'information collective parce que l'objet, c'est pas de se retrouver dans une salle complètement fermée, toute petite et quelque part pas montrer les bonnes choses. Enfin, voilà, donc je veux juste compléter ce que disait Maleka par deux petites pratiques complémentaires, mais évidemment que la décentralisation de nos RIC, et j'aurai dans quelques secondes l'occasion aussi de témoigner sur ce qu'on a pu mettre nous en place, permet en effet d'ouvrir cette communication et cette information. Et là où je rejoins totalement ce que vient de dire Maleka, c'est qu'ils ne sont pas en formation. Donc si on veut les amener en formation, peut-être avec des contraintes horaires ou d'autres contraintes, il faut déjà les attirer, les informer, les séduire. Et si on ne se met pas à la disposition positive des hommes et des femmes en fonction, bien sûr, de leurs envies et également de leurs contraintes qui sont des réalités, ben, on n'aura personne, en fait, dans nos formations. Et là, on pourra toujours parler de contraintes complémentaires, mais de toute façon, on n'aura personne à qui parler. Donc, je pense que c'est, même si ça peut représenter un effort important, je trouve que pour nous, organismes de formation, il n'y a pas d'autre solution que de s'adapter aussi à ces demandes qui sont pour moi légitimes dans notre société avec un grand S. Oui, totalement. Et puis c'est vrai que du coup, ça permet de capter ce public-là et d'échanger avec eux, comme on disait, en individuel pour travailler sur les contraintes et les résoudre, ces freins périphériques, avant l'entrée en formation. Mais si cette phase de RIC ne s'adapte pas, le public sera juste absent des réunions. Merci beaucoup, Olivier, là-dessus. Donc, on a vu la décentralisation. Et toi, tu voulais aussi nous aborder la potentielle digitalisation des RIC. De quel constat vous êtes parti? Comment vous avez mis ça en place? Alors, on est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que on avait à un moment donné fait des réunions d'information collective comme tout le monde en présentiel. On avait essayé de trouver des jours et des horaires qui s'adaptaient. Mais en fait, on a eu pas mal de retours de la part des personnes qui souhaitaient participer à cette RIC, qui ne pouvaient pas venir ou qui ne souhaitaient pas venir. Alors, qui ne pouvaient pas venir pour des raisons géographiques, puisqu'en fait, nous, on intervient globalement en termes de sourcing sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, mais en particulier sur les zones, par exemple, de Valenciennes ou sur la Côte d'Opale, où on avait des personnes qui avaient des difficultés pour se déplacer, que ce soit par rapport au timing, que ce soit par rapport au côté financier. Et puis, pour être très clair, des personnes nous ont dit clairement, en disant, nous, on ne connaît pas votre centre, on ne connaît pas votre formation, on a envie de se renseigner, ce qui est légitime sur l'information collective, mais on n'a pas forcément l'envie, dans un premier temps, de mobiliser un certain nombre de finances et de temps pour venir chez vous et se rendre compte que peut-être ça ne nous intéresse pas et peut-être que ça ne nous plaît pas. Et donc, on s'est dit, comment faire pour pouvoir toucher le maximum de public? Encore une fois, dans le sens, c'est à moi de donner l'information et de séduire les personnes et de faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins. Et donc, on s'est dit, on va lancer finalement des réunions d'information collective à distance, donc en format numérique, de telle sorte à pouvoir toucher un public large et de permettre en effet à des gens qui ont juste besoin de se renseigner, de le faire dans un timing relativement limité. Donc, on fait des réunions d'information collective toutes les semaines. Alors, par rapport aussi à ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça fait 3 fois qu'on change le jour et l'horaire parce qu'on interroge systématiquement aussi les personnes qui viennent ou qui viennent pas. Je vais en parler également. Et on a eu des retours qui ont fait qu'à un moment donné, on a compris que l'horaire et le jour n'étaient pas forcément le plus favorable. Donc aujourd'hui, on est par exemple sur un mercredi après-midi parce que là aussi, un certain nombre de femmes qui travaillent, comme les hommes, nous avaient dit on mettait ça un mardi dans l'après-midi en disant je peux pas y assister, je travaille.
Le mercredi après-midi, un certain nombre de femmes nous ont dit, nous, on a notre mercredi après-midi pour s'occuper des enfants. Donc, certes, on aura peut-être les enfants, mais en tout cas, je peux me libérer ou je peux m'organiser. Donc, on fait ça aussi dans l'après-midi, aux alentours de 15h jusqu'à 16h maximum, ou des fois à 14h30, on s'adapte et on se rend compte qu'on a eu une augmentation significative, en tout cas, du nombre d'inscrits et de présents depuis qu'on fait la réunion d'information collective et surtout sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est important pour nous. Et d'ailleurs, les gens qui habitent Côte d'Opale, Valenciennes, Arras, et qui, suite à cette RIC, sont intéressés par la formation, savent qu'ils vont avoir peut-être des contraintes géographiques pour venir en formation, mais l'intègrent parfaitement bien à partir du moment où on a répondu positivement à leurs attentes. Donc, on a mis ça en place depuis maintenant une bonne année, encore une fois avec des ajustements. Alors, ça permet en effet aussi de réduire l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'il y a moins de déplacements. Mes collègues qui animent également la RIC peuvent le faire aussi à distance, donc il n'y a pas forcément l'obligation d'être en présentiel au sein de la MIGRAF. Donc, c'est vrai qu'on fait aussi, je pense, un acte un peu environnemental et par rapport à cet effet-là. Donc, on procède par une inscription au préalable via notre site internet, et donc un système qui s'appelle Eventbrite. Donc, on s'inscrit à la RIC. Donc, en général, il y a 3 dates ou 4 dates de disponibles. Les gens s'inscrivent sur ce système-là, qui a l'avantage, en effet, d'avoir une traçabilité assez intéressante. Donc, on va leur demander de choisir une date. On va leur demander s'ils ont déjà des idées de formation. On va leur lister un peu les formations qu'on fait chez nous, un petit peu la tendance. Donc, ils vont venir cocher des cases. On récupère ces informations-là. Et le système, automatiquement, va faire aussi un système de rappel, parce qu'on sait très bien aussi que lorsqu'on s'inscrit à une réunion d'information collective en présentiel ou en distanciel, si on le fait un peu trop tôt, on peut des fois avoir tendance à avoir oublié qu'on s'est inscrit en fait à cette réunion d'information. Et donc, il y a tout un système automatique, et c'est pour ça qu'on a aussi utilisé ce système-là, qui permet d'envoyer un mail encore jusqu'à 24 heures avant la RIC pour rappeler cette RIC. Ensuite, on leur communique un lien pour se connecter donc sur un lien Teams. Donc, on fait notre présentation sur Teams. Sachant que cette présentation de RIC, on a arrêté de faire des slides en PowerPoint. En fait, c'est une présentation qui est intégrée en fait à notre site Internet. Et en fait, on a un déroulé assez fluide, comme une présentation d'un site Internet. Et cette présentation, d'ailleurs, est envoyée le lendemain en fait à tous les participants et participantes pour qu'ils puissent revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. Et donc, on anime cette réunion d'information collective. Alors, il y a 1 ou 2 personnes en fonction des cas de chez nous qui vont présenter les formations, présenter tous les dispositifs aussi. On parle d'apprentissage, donc qu'est-ce que l'apprentissage, les dispositifs. On va bien évidemment expliquer les métiers qui sont à la fois accessibles aux hommes et aux femmes. Et donc, à l'issue de cette RIC, on va donc envoyer ces informations-là. Et puis, une action également qu'on mène maintenant depuis 6 mois, qui est importante pour moi, c'est-à-dire que on va aussi aller rechercher positivement les personnes qui n'ont pas pu assister à cette RIC, quelle qu'en soit la raison, et on va les recontacter, puisque on a une inscription, on a les coordonnées des personnes, eh bien on va les recontacter pour justement savoir pourquoi elles n'ont pas pu assister à cette RIC. Peut-être c'est un oubli, à ce moment-là, elles peuvent se réinscrire à une RIC, et c'est là où on va faire un peu plus de personnalisation, où on peut être amené en fait à avoir des personnes qui ont besoin finalement de voir plutôt quelque chose en individuel. Donc, on peut provoquer une petite rencontre téléphonique ou par visio de façon individuelle ou semi-collective. On peut les inviter à venir plutôt chez nous. Ou alors, ça a déjà arrivé aussi, ça nous arrive bien sûr, comme d'autres domaines de formation, d'être sur des salons professionnels ou des salons de l'étudiant, etc. Et puis de les inviter à venir nous rencontrer sur ces espaces-là, au cœur même de leur habitation. Et ça aussi, ça marche plutôt pas mal. Alors sur l'organisation de la RIC, donc on fonctionne de sorte à donner vraiment toutes les informations aux personnes pour que quand elles décident d'adhérer au dispositif d'accompagnement en formation, elles soient vraiment en possession de toutes les informations possibles au regard de leur situation personnelle, de leurs besoins, de leurs attentes. Sur l'organisation en tant que telle de la réunion d'information collective, on va être très attentif à l'organisation dans l'espace. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des tables, chaises qui sont mises les unes derrière les autres, mais on va avoir un système de table ronde
où finalement tout le monde, y compris la personne qui anime la RIC, qui est souvent chez nous un formateur ou une formatrice, va être au même niveau que les apprenants, les futurs apprenants, apprenantes, puisqu'on sera en système de table ronde. Donc tout le monde est assis au même niveau, il n'y a pas ceux qui sont assis au premier rang ou au dernier rang. Donc ça, c'est déjà dans l'organisation assez important. On a aussi, nous, fait tout un processus d'accompagnement au développement des compétences de nos professionnels qui sont sur les actions, que ce soit les actions de formation, les actions d'accompagnement, où ils ont été aussi tous formés à ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils ont même été formés à dispenser ces savoirs-là aux personnes accompagnées, c'est-à-dire qu'ils ont monté un module de sensibilisation des personnes accompagnées à la question de mixité et à la question d'égalité des genres. Lors de la RIC, on utilise aussi un support de présentation qui est travaillé par nos collègues de l'équipe pédagogique, qui à la fois détermine finalement les objectifs de la formation, son organisation, les règles d'intégration, etc., mais qui laisse un temps aussi pour les questions-réponses, qui peuvent être posées en collectif. Ensuite, à la suite de la RIC, pour ceux qui nous le demandent, on organise aussi des temps complémentaires, là cette fois-ci en individuel avec les personnes qui le souhaitent, pour venir un peu plus en profondeur travailler ce qui pourrait être un obstacle à la participation, à l'intégration de la formation, qui serait lié à vraiment une situation personnelle qui ne peut pas être évoquée en collectif, mais qui permet de travailler ça avec les futurs apprenants, apprenantes, et de traiter vraiment au cas par cas. Est-ce que l'obstacle relevé peut être travaillé en amont avec nous ou un prescripteur ou un partenaire social, ou est-ce que finalement ça va peut-être obliger à décaler l'entrée en formation, le temps de résoudre les difficultés qui sont posées lors de l'entretien individuel? Quand on présente sur le dispositif S'engager vers l'emploi, il y a le volet développement des compétences avec différents parcours, remise à niveau ou français langue étrangère, mais il y a aussi un volet orientation professionnelle. Donc on travaille finalement les compétences en orientation professionnelle. Et on va essayer aussi de ne pas rentrer dans des systèmes de métiers genrés où finalement on leur dit que c'est vraiment ce qu'ils souhaitent découvrir et leurs besoins. Sur le volet découverte orientation professionnelle, c'est-à-dire que nous, on ne leur imposera pas de secteur des découvertes, mais que par rapport à un métier qu'ils souhaiteraient découvrir, on va les soutenir pour qu'ils puissent découvrir le métier qu'ils souhaitent découvrir, indépendamment s'ils sont une femme ou un homme. Quand on organise des RIC, ce qu'on aime bien faire, c'est de pouvoir faire témoigner des apprenants, apprenantes qui souhaitent donner envie à d'autres personnes d'intégrer la formation. Parce que je trouve que déjà de parler de pair à pair, ça a une autre dimension, que ça permet aussi de poser des questions qu'on n'ose pas poser à quelqu'un qui est plus professionnel. Et du fait, on fait témoigner des apprenants sur leur parcours de formation, ce sont des volontaires, et souvent ils aiment bien le faire. Et on fait aussi des temps où on vient leur permettre de s'immerger dans les groupes en cours, puisque nous, on a ce qu'on appelle un centre de ressources, qui est un espace ouvert d'apprentissage, qui est une grande salle où finalement il y a des dispositifs pédagogiques à disposition, où on peut intégrer d'autres apprenants, apprenantes dans le dispositif pour venir discuter justement des parcours de chacun et travailler l'intégration des nouveaux entrants. Alors évidemment, former les prescripteurs, quand on parle des prescripteurs ou prescriptrices, c'est vraiment ceux qui vont animer, mais pas que. Former l'ensemble des formateurs, des formatrices ou des CIP semble quand même un préalable à toute action de formation pour éviter nos propres stéréotypes et d'impacter notre manière d'animer d'animer notre réunion d'information. C'est important parce qu'on est tous et toutes porteurs de biais, des biais cognitifs. J'en donnerai un ou deux tout à l'heure, mais un qui est assez important, c'est le biais de halo qui va impacter notre manière d'animer. Si on pense que un jeune est arrivé ou une jeune est arrivée en retard, finalement, notre comportement va s'adapter d'une autre manière et on va faire en sorte dans l'animation de ne pas tenir compte de cette jeune fille qui est arrivée en retard en pensant que finalement, ça confirme que tous les jeunes sont en retard et notre animation ne va pas se retourner vers cette personne, mais vers d'autres. Donc, il est important d'être formé sur les biais cognitifs et évidemment sur l'utilisation des terminologies.
Ça paraît rien, mais c'est extrêmement important. Si on dit tout au masculin ou tout au féminin, les hommes se positionneront pas sur les métiers d'aide à la personne et les métiers du care. Et si on dit tout au féminin, ben finalement, toutes les femmes, même s'il y a une grosse partie de femmes, une grosse partie d'hommes, on se retrouvera pas dans cette réunion d'information. Moi, je propose souvent aux personnes, pour pas dire des ils et des elles, de vraiment d'employer des termes génériques. Bonjour tout le monde. Ça évite de dire bonjour à toutes et tous. Les stagiaires, c'est assez neutre, vraiment d'essayer d'impliquer l'ensemble des personnes et surtout veiller à ce que quand on donne la parole à des personnes, que ce soit des femmes, comme tout à l'heure Marie-Élodie parlait de donner des témoignages, d'apporter des stagiaires ou des anciens pour coopter, pour parler à leurs propres stagiaires, c'est une très bonne solution, mais il faut aussi que le temps de parole soit équitable, c'est-à-dire que si vous avez un formateur qui parle plus qu'une formatrice ou un demandeur d'emploi qui parle plus qu'une demandeuse d'emploi, on se dira que finalement l'inclusivité dans nos RIC et l'égalité, c'est pas vraiment ça, et c'est ce qui arrive assez souvent, même j'entends souvent des personnes qui coupent la parole en disant bah oui, donc à force de vouloir tout dire, on peut aussi couper la parole aux stagiaires par exemple, ou quand on a des femmes qui sont timides ou des femmes qui ont des difficultés de s'exprimer en français, on pourrait aussi éviter des fois ces réunions et se dire bah je prendrai un temps avec elles pour pouvoir leur parler et d'essayer d'exprimer plus lentement. Évidemment, quand on a un PowerPoint à présenter, alors bon, je suis pas très pour le PowerPoint, hein, c'est pas moi en tout cas. Enfin, moi je fais que donner des conseils, mais les PowerPoint c'est assez. On a tendance en tant que formatrice ou conseillère de se positionner que sur le PowerPoint. Et je trouve que c'est un support qui est intéressant, mais en même temps se fiche trop. On a un temps de durée, on sait qu'on a des slides, on se dit bon bah on va dire ça, et des fois on n'est pas dans le présent, on n'est pas forcément avec le public. Donc c'est vrai que d'utiliser un PowerPoint, si c'est le cas, faites attention dans l'utilisation de la terminologie et surtout des images qu'on va donner. Si on montre des images de métier, de formation qualifiante ou de stage ou de paroles de personnes, il faut qu'on ait une représentation assez équilibrée des femmes et des hommes, que la terminologie soit équitable et égalitaire pour tout le monde. Évidemment, comme disait Marie-Élodie, alors l'organisation de la salle, il n'y a pas plus stratégique. On sait que les demandeurs et les demandeuses d'emploi donnent une posture et donnent une responsabilité aux personnes qui animent. Donc, on a tendance à se sous-estimer. Donc, il est important d'avoir cette posture égalitaire et de ne pas penser qu'on est au-dessus ou en dessous d'eux. Donc, c'est vrai que la position de la salle, la position des tables, la position des chaises va avoir un impact également. Vous verrez très souvent, et ça c'est prouvé même dans les écoles maternelles, très souvent il y a des personnes qui vont s'éloigner, qui vont s'installer tout au fond de la salle et donc ne seront pas forcément devant. Et vous verrez qu'il y a souvent la même typologie de public. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une organisation différente en cercle ou en tout cas de manière égalitaire va aussi donner envie aux personnes de poser des questions et d'animer, de participer en tout cas à l'animation. Si vous avez un PowerPoint, pensez à faire des jeux interactifs, demandez à ce qu'ils interviennent, faites des d'accord, pas d'accord, des vrais, des faux. Faites une animation pour que ça soit moins descendant et qu'il y ait une vraie participation. Surtout, ce qui est important, c'est quand on a une RIC et quand on donne de l'information, de bien comprendre si le public a bien entendu, a bien compris. Des fois, on assiste à une RIC, on est parti, on n'a rien compris. Donc, c'est important aussi de bien mesurer cet impact. Donc, évidemment, là, c'est faire du lien avec les expériences antérieures des participants et participantes. Alors ça, c'est important quand on a des réunions d'information, de formation qualifiante, le BTP, l'industrie, l'imprimerie, les métiers du care, on le fait assez souvent. Par exemple, dans les métiers du care, de l'aide à la personne, on a tendance à très souvent faire la transférabilité des qualités qu'on a acquises dans notre sphère personnelle. Oui, bah vous êtes occupé des parents, vous avez été aidante, vous avez eu des enfants, donc c'est transférable. On le fait beaucoup moins quand il s'agit de formation technique. La logistique, préparatrice de commandes, cariste, ou les métiers du BTP, ou les métiers de l'industrie, de l'imprimerie. On a tendance à ne faire que pour certains métiers et pas d'autres. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que on fait des exercices avec des femmes, par exemple, un exercice sur la maison, et quand on leur demande qu'est-ce que vous faites chez vous, ils sont largement capables d'expliquer plein de choses très techniques
parce qu'ils sont seuls avec des enfants. Alors je dis pas toutes, mais majoritairement avec des familles monoparentales. Et donc ils sont capables parfois d'acquérir des compétences assez techniques et assez pratico-pratiques qui pourraient être transférables. On a du mal à donner ça comme exemple, ou en tout cas leur montrer que c'est possible, et surtout démystifier et leur dire que tout s'acquiert. On peut pas parler par exemple de conduite de machines automatisées. Si on parle de ça, les personnes peuvent penser qu'il faut le permis, alors qu'en fait c'est faire utiliser une machine. Et donc de dire que tout s'apprend et tout peut s'apprendre et qu'effectivement on est là pour ça, ça leur permet aussi de diminuer leur inquiétude et pas de s'auto-censurer et de se dire bah, tout est possible, je peux y aller vers, notamment quand on parle de métiers non mixtes. Et c'est la même chose pour les hommes, hein, quand on parle de métier du care, si on n'a jamais fait de soins, si on s'est jamais occupé de personne, si on n'a jamais fait de toilette, évidemment c'est aussi démystifier et de donner cette accessibilité. Et en tout cas cette possibilité d'aller vers des métiers où on est moins présent. Donc prévoir un temps d'échange, c'est extrêmement important, mais ça Olivier, Marie-Élodie le disent très bien. Proposer des entretiens individuels afin de lever les freins à l'entrée. Alors ça c'est extrêmement important, d'autant qu'on a du public féminin. Il faut savoir qu'on peut avoir aussi des personnes de cultures différentes, des personnes qui ont une famille ou des maris ou des partenaires qui vont avoir du mal à les laisser aller seuls, par exemple. Alors, c'est pas stigmatisant, mais c'est juste que ça peut arriver. Et c'est vrai que lever les freins, démystifier, leur dire que c'est possible, d'avoir un temps d'échange pour relever ses inquiétudes et ses craintes, ça permet à une certaine population de pouvoir aussi accéder et de lever les peurs pour accéder à la formation. Mais il n'y a pas que ça. Quand on fait une formation avec une formation en alternance, la plupart des personnes savent, et notamment les femmes, ont moins accès aux stages pratiques que les hommes. Donc si lors de la réunion on dit il y aura 3 stages pratiques, si on n'a pas pris le temps de rassurer, elles se diront déjà je vais vers un métier où on m'attend pas. Je suis dans un métier, je ne sais pas. Et en plus, je dois faire des stages. Je n'ai pas mon propre réseau. On sait très bien que les personnes de quartier prioritaire ou d'autres, ou de certaines catégories socio-professionnelles ou catégories sociales n'ont pas ce type de réseautage, ni de partenaires. Donc, dire en plus, je dois faire 3 stages. Si on ne dit pas lors de la RIC qu'il y aura un soutien, qu'il y aura un accompagnement, qu'il n'y a aucune inquiétude, tout le monde trouvera des stages et qu'on est là pour les aider, ben finalement, sans le dire, les personnes s'auto-censurent. Je ne dis pas que c'est nous, hein. Je dis simplement que on a tendance à s'auto-censurer sur tellement de choses que dès que ça devient difficile et qu'on vient d'un milieu difficile et qu'on est loin de l'emploi, tout ça c'est encore plus difficile pour nous, donc on s'éloigne et on n'entre pas en formation. Les questions de la rémunération, évidemment que c'est prioritaire. Les questions des horaires, c'est énormément prioritaire. Il faut absolument rassurer. On ne peut pas du jour au lendemain, quand on a 4 enfants à gérer, d'être là à 8 heures du matin. Essayez d'avoir ces sas de possibilités avec des horaires décalés. Je sais que c'est trop demandé, mais en entreprise privée, on le fait aussi. Il y a des modulations, il y a des possibilités d'horaires décalés. Juste peut-être un SAS pour permettre justement de trouver des solutions de garde d'enfants et de leur permettre de pouvoir intervenir. Par exemple, au Corif, nous, les femmes, bon, je dis pas nous parce que c'est mieux, hein, les partenaires qui sont présents le font aussi. On permet aux femmes de venir avec leurs enfants s'il n'y a pas eu de garde possible, par exemple, des enfants en bas âge, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de crèche et il n'y a pas d'école. Donc, on leur demande de venir avec les enfants pour assister à la réunion d'information, par exemple. Donc ça, c'est des solutions qui sont possibles. Je ne dis pas qu'il faut tout faire, mais c'est des solutions possibles. Merci Maleka. Olivier, justement, est-ce que toi, au niveau de l'accompagnement au stage, comment ça se passe au sein de la MIGRAF ? En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que c'est très important, en effet, de bien préciser ces éléments-là. Nous, en particulier, alors c'est pas que pour les stages, mais en particulier sur l'apprentissage aujourd'hui, et on a eu des retours assez significatifs à ce sujet-là. Nous, on met en place tout un dispositif pour accompagner en fait les personnes en amont de la rentrée en formation pour les aider à chercher un apprentissage. Alors un stage, c'est pas simple, mais un apprentissage, ça peut être encore plus compliqué. Et encore une fois aussi avec, par exemple, le numérique aujourd'hui, on sait que les femmes se briment beaucoup sur ce sujet-là. Et en effet, en plus, si elles veulent rentrer en apprentissage, se disent mais comment je vais faire pour trouver une entreprise alors que même j'ai même pas les compétences requises a priori. Donc comment je vais faire pour séduire? Donc nous, on a recruté maintenant, ça fait presque 2 ans, une CIP
spécifiquement pour l'accompagnement en effet de ces publics en recherche de contrats d'apprentissage. Et ce qui est très important, c'est qu'on le précise évidemment lors de la RIC. Et les retours qu'on en a eus, c'est que un certain nombre de stagiaires, hommes ou femmes, très clairement, c'est de dire, eh bien, on est venu aussi dans votre centre de formation parce que lors de la RIC, on nous a bien expliqué qu'on ne serait pas seul. Parce qu'on explique, au-delà de dire on va vous accompagner comme tous les collègues des OF le font, et j'ai aucun doute qu'on le fait tous. Mais par contre, on explique le process, c'est-à-dire qu'on explique qu'on a une personne dédiée. On explique que quand ils vont être en amont de la formation, on va avoir des jours collectifs, mais aussi individuels. On s'adaptera aux problématiques de chacun et de chacune pour pouvoir bien les accompagner, et qu'on a un réseau, bien sûr, d'entreprises qu'on mettra à leur disposition, avec évidemment tous les systèmes de accompagnement. On fait des CV vidéo. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas, je suis d'accord avec Maleka. Il faut bien le préciser lors de la RIC pour que ça ne soit pas un frein supplémentaire naturel qui pourrait être mis par les femmes comme par les hommes. Hein. Encore une fois, on a aussi des hommes qui sont en difficulté voilà, sur différents sujets. Et donc, c'est important, je voulais juste apporter ce témoignage-là, que c'est important que ce soit pour un stage ou pour un apprentissage. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, on voit bien rassurer au maximum les futurs stagiaires sur l'entrée en formation. Au-delà de la RIC, on va dire traditionnelle, où c'est un formateur ou une formatrice qui vient présenter la formation, on a vu avec vos témoignages qu'il y a d'autres formats qui sont possibles. Maleka, est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur les autres manières dont on peut rendre l'animation de sa RIC un peu plus vivante, dynamique? Alors, on reprend les deux exemples d'Olivier et de Marie-Élodie, c'est de s'appuyer sur des témoignages de professionnels d'exercice que justement Olivier en a parlé, hein, de regarder, d'observer et d'exercer. Ça peut être une solution, de faire intervenir des anciens stagiaires ou des stagiaires en cours, ce que a dit Olivier et Marie-Élodie, et d'autres organismes le font déjà. Utiliser aussi des vidéos témoignages pour animer et faire vivre un peu la RIC descendante. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des témoignages. Souvent, on le fait pas, alors que quand on a un organisme de formation, on devrait filmer des témoignages de stagiaires et les diffuser sur nos réseaux, le diffuser sur nos sites. C'est un peu dommage d'avoir des témoignages, des témoignages qualitatifs et de pas pouvoir les utiliser. Je trouve que c'est tellement plus parlant que de nous avoir, nous, pour expliquer nos propres actions de formation. Et je trouve que, comme a dit Marie-Élodie et Olivier, c'est que de pair à pair, moi, si j'étais là, je préférais qu'on me parle et qu'on soit évidemment, puisque je vous ai parlé des différents biais, et que le biais de similitude, qui est un biais assez important, c'est que je vais vers quelque chose qui me ressemble. Donc, si on peut faire parler des personnes qui se ressemblent, c'est encore mieux. Les mises en situation, alors là, vous avez des exemples, c'est génial, hein, je pense qu'Olivier en parlera. Donc, inviter des entreprises, on l'a fait assez, et on l'a fait dans plusieurs organismes de formation, et le CAPEP le fait également. La CIFEP, enfin bon, bref, tous les organismes financés par la région, et d'inviter les branches, l'UMM par exemple, ça peut être intéressant quand on n'a pas d'entreprise, comme le disait Olivier, parce que tout le monde n'a pas forcément un vivier d'entreprise, les employeurs ne sont pas toujours aptes, pas toujours d'accord à proposer d'avoir un partenaire avec une ETTI, par exemple, une entreprise temporaire, une EI, ou justement d'aller vers un chantier d'insertion, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la mise en situation et le pratico-pratique. Si c'est pas le cas, une vidéo d'un employeur peut aussi être parlant. Alors quand je dis employeur, c'est employeur avec un E aussi, employeur. Donc d'avoir des témoignages qui viennent aussi asseoir un peu tout ce qu'on a dit. Proposer des visites de centre. Alors là, il n'y a rien de tel. Tout est bon à prendre. Si on peut faire des visites en non-mixité ou mixte, c'est aussi notre solution. Alors, les mises en situation ludique, je pense qu'Olivier en parlera, de façon assez ludique, c'est d'inverser. Les classes inversées, on en parle beaucoup. La VAE inversée, on en parle beaucoup. C'est un peu ça. C'est de les mettre en situation et juste leur demander un témoignage de ce qu'ils ont vécu. C'est eux qui font la réunion d'information. C'est eux qui parlent de ce qu'ils viennent d'expérimenter. Je trouve que c'est assez intéressant. On parle de ce qui y est reconnu par les stagiaires. Et proposer des rendez-vous, ça, on l'a dit aussi, en sous-groupe ou en individuel.
Merci beaucoup Maleka. Et justement, sur cette idée d'avoir des formats un peu plus ludiques, je pense qu'on va avoir un bon exemple à travers Olivier et la MIGRAPH. Avant de te laisser la parole, Olivier, on va vous proposer un petit extrait vidéo. On a mis simplement en effet une ambiance un petit peu, voilà, pour ceux qui ont reconnu en effet le thème de Saw et du film, des films, voilà. Donc, l'idée en effet, c'est de pouvoir faire découvrir nos futures formations, donc aux futurs stagiaires potentiels, au travers en effet d'un escape game. Donc, comme vous avez pu voir, donc ça se, voilà, autour de plusieurs épreuves, 3 épreuves. Donc, ça se passe souvent dans le noir. Et donc, l'idée en effet, c'est de pouvoir d'abord travailler en équipe. Alors, ils se connaissent pas, hein, par définition. Et donc, ils vont devoir déjà travailler en équipe, hein, comme un escape game classique. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va bien sûr mettre en avant toutes les compétences, qualités des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a eu, en l'occurrence, maintenant, c'est le 2e escape game qu'on a mis en place. On a vraiment des personnes assez différentes. Et donc, l'idée, c'est au travers de plusieurs épreuves, eh bien, de venir découvrir nos formations. En l'occurrence, là, c'était une formation autour du web design, donc la partie un peu numérique. Et donc, ils vont devoir résoudre des énigmes, avec un casque virtuel, par exemple, il y a la personne qui voit des choses et pas les autres, donc il va falloir qu'il explique un certain nombre de choses. Voilà, on s'appuie sur les escape games assez classiques aujourd'hui, si ce n'est qu'en effet, on les met bien en situation pour découvrir les futures connaissances et compétences de certains métiers. Et donc, pour le coup, voilà, c'est plutôt intéressant. On a également donc un témoignage d'une demoiselle qui a participé, donc en effet, à cet escape game et qui explique en effet qu'elle a trouvé ça au-delà de côté intéressant et novateur, en tout cas, qui lui a permis en effet d'aborder les choses assez différemment. Et donc, c'est quelque chose qu'on met maintenant systématiquement, pas systématiquement tout le temps, mais qu'on va renouveler bien sûr en 2025. Et on a prévu aujourd'hui à peu près 5-6 escape games dans l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on s'est rapproché également des organismes, on va dire, d'orientation, donc des prescripteurs et des prescriptrices. Et actuellement, on est en train de travailler à un format adapté en fait aux structures. Donc là, on travaille avec une mission locale et également le département du Nord, qui est très très attaché en fait à ce projet. Donc, on est en train de mettre en place un escape game un peu différent de celui que vous avez pu voir, à destination des conseillers et conseillères, qui vont pour le coup découvrir également nos métiers et nos formations, de telle sorte ensuite à pouvoir mieux se les approprier et pouvoir encore une fois mieux les expliquer aux futurs stagiaires et en tout cas leur permettre de pouvoir assister à une RIC par la suite s'ils le souhaitent ou bien sûr des entretiens. Donc, on est en train donc, de mettre en place ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du département du Nord et également de cette mission locale, ça va s'inscrire en fait dans un parcours complet. C'est-à-dire qu'on va commencer vers février par sensibiliser en effet les conseillers et conseillères. Ensuite, le département du Nord et la mission locale vont mettre en place un certain nombre de choses pour accompagner en effet les demandeurs par rapport donc en effet à l'accompagnement avec des CV, etc., etc. Et ils vont ensuite nous coopter entre guillemets des futurs stagiaires
que nous allons recevoir avec notre escape game. Et il y aura des allers-retours jusqu'à, en effet, je dirais la candidature officielle, entre guillemets, de ces futurs candidats et candidates, puis ensuite les entretiens, et puis ensuite, si tout se passe bien, l'intégration au sein de nos formations. Donc, on sent que ça prend bien. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour peut-être le témoignage de la demoiselle, si c'est possible, parce que je trouve qu'en effet, il est intéressant. Enfin voilà, et puis bien sûr, je me tiens à disposition s'il y a des questions pour expliquer un petit peu plus le fonctionnement. Super, et effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment réagissent les premiers cobayes de cette escape game sur ce côté très innovant, ludique, qui permet d'aborder les choses d'une manière assez fraîche et neuve. L'escape game chez Amigraf, ça a été une expérience enrichissante. Dès notre arrivée, l'atmosphère était intrigante et légèrement mystérieuse. Ça nous a mis dans l'ambiance. J'avais jamais participé à un escape game. Celui-ci était assez innovant. Ça m'a permis de découvrir les différentes formations chez Amigraf. Au début, j'avais une certaine appréhension. Le domaine du numérique, c'est un milieu très masculin. Du moins, enfin, c'est ce que je pensais. Il y avait des stéréotypes liés aux femmes encore très présents. Et pendant l'escape game, l'équipe était composée tout autant d'hommes que de femmes. Au fur et à mesure des énigmes, l'esprit d'équipe s'est avéré plutôt crucial. On a vite compris que, en fait, la clé, c'était dans la communication. Ce qui était particulièrement intéressant, c'était de constater qu'on avait en fait tous quelque chose à apporter selon les personnalités de chacun, et il y avait une belle cohésion d'équipe. Super. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage et peut-être tu mènes déjà au sein de l'Amigraf des actions de mise en situation au sein de la structure, au sein de l'organisme de formation. C'est quoi la plus-value de ce nouveau dispositif par rapport aux mises en situation plus classiques? Eh bien, c'est le faire soi-même, hein. C'est-à-dire que nous en fait voilà, on met les personnes qui viennent leur assister à une RIC ou tout simplement leur permettre en fait de faire un atelier pratico-pratique d'une durée environ une petite demi-journée. Alors on s'adapte là aussi au public, hein. On a un organisme avec qui on travaille sur Valenciennes qui vient toute une journée, qui amène les femmes avec une petite camionnette, on les accueille le matin un peu plus tard, on déjeune avec elles le midi, elles partent un peu plus tôt pour récupérer les enfants. Enfin bref, en tout cas l'objet c'est de les faire pratiquer, que ce soit sur la partie numérique ou même sur la partie qui peut être un peu plus de l'ordre de l'impression, du façonnage, de découpe du papier, etc. Et donc, l'idée, c'est de les mettre en situation de faire elles-mêmes ou eux-mêmes et de repartir avec quelque chose au bout de cette demi-journée qu'elles ont pu fabriquer elles-mêmes, voilà, quel que soit. Donc, on reçoit les demandeurs d'emploi ou demandeuses d'emploi, on reçoit bien sûr, encore une fois, les prescripteurs, prescriptrices. Donc, on reçoit en fait tout ce public et encore une fois, au travers d'une petite recette, comme une petite recette de cuisine, eh bien, ils vont pratiquer avec leurs mains et leur tête. Et là, on a eu un certain nombre de témoignages, hein, très clairement, où les personnes avaient une image extrêmement fausse, en effet, de nos métiers, avec plein de préjugés. Et à l'issue, en effet, de cette demi-journée, les personnes se sentent capables d'eux. En tout cas, c'est plus accessible, même si à la fin, c'est de dire, bah, finalement, je n'irai pas dans ce métier-là, dans cette formation, c'est pas pour moi. Mais par contre, et on a eu un cas très précis, d'une personne qui nous a dit c'est pas pour moi, une dame qui a dit bah moi je me vois pas là-dedans, qui est rentrée à Valenciennes. C'est une femme qui était très présente dans les quartiers un petit peu en difficulté dans certains quartiers valenciennois et qui en a parlé en fait autour d'elle à une autre dame qui nous a contactés, qui est venue en individuel, qu'on a reçue, qu'on a mis devant les machines pendant 1h30 de temps ou qui a pratiqué elle-même et qui a voulu rentrer en formation chez nous, qui a suivi la formation rémunérée en fait par le PRF, donc par la région, et qui est allée jusqu'au bout de la formation. Et aujourd'hui, elle est embauchée dans une imprimerie et qui nous est… alors nous, on est super fiers d'elle et de ce qu'on a pu montrer et elle est extrêmement reconnaissante. Et elle nous dit, c'est parce que je suis venue pratiquer, comme on a parlé, je suis venue pratiquer, qu'en fait, j'ai pu découvrir ces métiers que je ne connaissais pas, pour lesquels j'avais une image qui n'était pas la bonne. Voilà. En tout cas, je pense que bouche à oreille. Voilà. Et puis que les gens pratiquent. Je veux dire, nous, les JPO classiques où ils voient un formateur qui pratique, bon, bah, le formateur, il sait faire. Mais est-ce que vous saurez faire et est-ce que c'est accessible sans même avoir suivi de formation? C'est l'enjeu de ces ateliers.
Donc là, vous avez une première expérimentation, mais on l'a fait sur d'autres territoires. La dernière, c'était sur Dunkerque pour donner envie aux femmes d'aller dans les métiers de l'industrie. Donc, on a décidé avec nos partenaires France Travail, les organismes de formation, et évidemment nos partenaires chargés de mission du Conseil régional, nous avons décidé d'animer des RIC et une RIC en particulier où on a demandé à 30 femmes d'être présentes pour, c'était vraiment préalable à toute réunion d'information des organismes de formation. Et donc là, vous avez quelques photos, 30 femmes étaient présentes et nous avons eu l'opportunité d'avoir 4 entreprises qui venaient expliquer leur métier et leur donner la possibilité de faire un SAS avant toute formation, soit évidemment des VE s'engager en l'emploi, soit des formations qualifiantes. L'objectif, c'était de parler de tous les métiers en industrie, de donner la possibilité aux entreprises de parler de leur entreprise, mais aussi de s'engager, de faire des visites d'entreprise par groupe de femmes. Donc, plusieurs entreprises se sont engagées, notamment ArcelorMittal, avec qui nous avons travaillé en préalable pour inclure des femmes. Un groupe de femmes est allé visiter ArcelorMittal pendant une demi-journée avec des témoignages de femmes et les visites pour vraiment donner une suite à la réunion d'information, ce qui a été extrêmement intéressant puisque l'objectif ensuite de ce préaccueil de ce SAS, c'est de pouvoir entrer dans des formations préqualifiantes ou qualifiantes. Et ça a été vraiment un déclencheur pour toutes les femmes. On aurait cru que les 30 femmes n'auraient pas accepté. Et pourtant, les 30 femmes présentes ont accepté de faire plusieurs visites et de faire aussi un job dating avec l'UIMM pour pouvoir intégrer soit des contrats d'alternance, mais aussi des formations qualifiantes. Dès la RIC, ensuite, après la RIC, quand on fait les entretiens individuels, on va venir interroger les personnes sur justement, est-ce qu'elles se sentent accueillies, est-ce que le niveau d'information qui leur a été fourni était suffisant pour prendre une décision, est-ce que c'était complet. Donc tout ça, ça va être vérifié dès la fin de la RIC lors des entretiens individuels pour ceux qui ont demandé. Là où peut-être on a une mesure d'amélioration, c'est que pour ceux qui donnent pas suite finalement après la RIC, on n'a pas moyen en tout cas d'aller les consulter sur est-ce que c'est de notre fait qu'il y a eu ce blocage au contenu de la RIC, parce qu'on ne les voit pas. Alors, il faudrait qu'on passe par le prescripteur. Ça serait peut-être envisagé, parce que c'est effectivement quelque chose... Là, c'est un angle mort de notre évaluation, puisque finalement, quand ils refusent d'intégrer, nous n'avons pas le feedback sur la RIC. Et après l'intégration en formation, on a nous mis en place un process où sur chacun des parcours de formation, il y a 1 ou 2 apprenantes qui sont nommés par le groupe et qui participent à ce qu'on appelle nous des comités d'apprenants. Qui sont menés avec donc la direction du CAPEP et qui permettent justement de travailler à l'amélioration de la qualité de notre service auprès du public qui est accueilli ici au CAPEP. On va pouvoir traiter des projets collectifs, de l'organisation du contenu pédagogique et des supports pédagogiques matérialisés, dématérialisés. On va traiter tous les sujets qui leur permet vraiment d'être à l'aise dans notre organisme de formation. Et on a des projets collectifs sur des thématiques justement plus inclusives, notamment on a travaillé sur les journées sur les violences intrafamiliales. Donc ça, c'est à la demande des groupes. Donc on les soutient quand ils ont des besoins. On s'en sert comme support pédagogique, à vrai dire. Et on les soutient quand ils veulent mener des journées thématiques ici au CAPEP. Donc, ils ont fait aussi Octobre Rose. Ils font aussi des journées, ce qu'on appelle nous interculturelles. Donc, on essaie de soutenir aussi tout ce qui est animation collective, qui permet à la fois de développer des compétences complémentaires, mais qui permet aussi d'accentuer l'inclusivité, que ce soit sur du genre ou sur d'autres sujets. Mais c'est souvent à la demande des apprenants-apprenantes. On essaie de travailler ces dynamiques collectives. Encore une fois, on voit un certain nombre de bonnes idées proposées par Marie-Élodie. Maleka, si tu devais résumer les principaux éléments à prendre en compte quant aux clôtures SARIC, quels sont-ils ?
Alors, je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit. Proposer aux stagiaires, si effectivement ils ou elles ne sont pas intéressés d'intégrer nos actions de formation, c'est d'essayer de les réorienter et de leur donner d'autres pistes d'organismes de formation partenaires avec lesquels nous travaillons, puisqu'au départ, il y a eu en amont évidemment une sensibilisation, un réseautage avec l'ensemble des partenaires, c'est de les réorienter et de proposer une solution pour qu'ils se rendent compte que voilà, il y a un lien aussi, une synergie partenariale, sinon finalement ils viennent en réunion, on leur propose plus rien, ils repartent à zéro. Orienter vers des étapes intermédiaires, il arrive très souvent quand on a des freins et qu'on n'est pas prêt ou prête à intégrer une action de formation, c'est toujours de garder les coordonnées des stagiaires, ça c'est extrêmement important, ce que disaient Marie-Élodie ou Olivier, c'est vraiment d'avoir une continuité, une fidélisation de nos stagiaires, c'est extrêmement important, et d'essayer de trouver des solutions intermédiaires, notamment par exemple des femmes qui disent voilà, je veux rentrer dans une formation, s'engager vers l'emploi, mais finalement après la réunion elles sont pas prêtes, c'est aussi de leur proposer une autre solution, pas forcément du FLE ou pas forcément de remise en formation pour apprendre à écrire ou à lire, parce que tout le monde n'en a pas forcément l'utilité et tout le monde n'en a pas besoin, mais c'est aussi de proposer des étapes intermédiaires, de dire peut-être qu'une PMSMP, peut-être que de passer par un stage pour valider 1 ou 2 projets, ça peut être une solution, et peut-être que s'engager vers l'emploi, c'est juste après. D'orienter et de simplifier l'orientation vers des structures, accompagner. Bon, ça, tout le monde, on le fait assez tous les organismes, mais c'est aussi des fois, par exemple, s'il y a un souci de mobilité, c'est de proposer des solutions très rapides, très adéquates, et de leur dire, si aujourd'hui vous ne pouvez pas intégrer mon action de formation, je vous propose de vous accompagner, de vous orienter avec nos partenaires et de vous mettre sur une liste d'attente immédiate pour la prochaine action, et que vous serez prioritaire et qu'il n'y a pas besoin de repasser par une RIC. Ça, c'est extrêmement important de le resignaler. Garder les coordonnées, alors là, c'est extrêmement important, parce que des fois, il y a des personnes qui disent je ne veux pas rentrer dans mon action de formation, et en les relançant 2 jours après, ils ont essayé de passer une autre RIC et ça n'a pas marché, ça vaut le coup de les relancer pour leur dire on est toujours ouvert, il y a un SAS, comme pour une période intérim par exemple, ça peut être une solution, on ne l'utilise pas mais ça peut être toujours une solution, et suivre les parcours si possible, c'est-à-dire ce que Marie-Élodie disait que nous on fait, que nous on propose de faire, c'est vraiment un suivi adapté. Collecter les informations sur le respect du cadre inclusif d'une réunion, évidemment. Recueillir les retours des participants, ça c'est extrêmement important. Si on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, si on ne sait pas ce qu'ils ont ressenti, on ne peut pas s'améliorer. Et je trouve qu'on est dans une constante amélioration pratique professionnelle. D'avoir le retour, ça nous permet d'avoir de meilleurs moyens pour sensibiliser les gens, et notamment les femmes, les retours qui permettront d'améliorer et d'organiser encore mieux nos réunions d'information. Merci beaucoup, Maleka. Donc, on voit comment clôturer la RIC, et l'idée, c'est aussi d'avoir des entretiens individuels avant l'entrée en formation. Selon toi, quels sont les bons éléments à avoir en tête là-dessus aussi pour que ça se passe au mieux? Alors, il faut savoir qu'on a tous des biais cognitifs. Ces biais cognitifs vont impacter notre réunion d'information et nos entretiens. Donc, il y a des biais qui sont très fréquents, qui est le biais de halo. Je vous dis, c'est notre première impression. Si on a une mauvaise impression sur une personne, on va tout faire pour garder cette mauvaise impression. L'autre biais qui est très courant, qui va impacter nos entretiens et nos RIC, c'est le biais de confirmation. C'est que s'il y a quelqu'un, on a une mauvaise image d'une personne dès le début, une première impression qui est souvent mauvaise parce que les jugements sont souvent négatifs, finalement, on va tout faire lors de l'entretien pour confirmer qu'on ne peut pas le prendre ou on ne peut pas la prendre. Et enfin, l'effet de similarité qui est, si je dois comparer une femme d'un homme sur des actions de formation technique, si j'ai un homme juste avant qui a passé un entretien pour entrer en formation et que celle d'après n'a pas les compétences requises, je vais faire une similarité, une comparaison entre celui d'avant et celui d'après. Et donc, on aura tendance, alors ça c'est quand on a l'opportunité d'avoir plein de gens, on est bien d'accord, l'opportunité de comparer, d'avoir cette similitude, et souvent, on peut avoir lors des entretiens des effets négatifs et de ne pas prendre les candidates, par exemple. Et l'effet de contraste, évidemment, c'est que on a tendance à comparer une normalité avec une autre minorité. Et ça, c'est un effet évidemment d'impact sur nos entretiens. Les questions à ne pas poser qui sont discriminantes, c'est pour ça qu'il est important de se former sur les 26 critères de discrimination, parce qu'on a 26, ça augmente au fur et à mesure.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.